Bonjour à tous, c'est le 8e numéro de Champ de Vision, votre débat sur la sécurité. On se retrouve aujourd'hui pour nous intéresser au point de vue des organisations syndicales de salariés sur les professions de la sécurité. Pour cela, deux invités sur ce plateau. Florent Lecoq de la branche prévention et sécurité de la CGT. Bonjour Florent. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes à la CGT ? Oula, c'est la première question qui fait mal, ça. Ça ne se compte plus. 20 ans. Quand on aime, on ne compte pas. Face à vous, Alain Bouteloup. Bonjour Alain. De la branche prévention et sécurité de Force Ouvrière. C'est cela. Et vous-même aussi, depuis longtemps à l'œuvre ? Oh, depuis 88. 88. Et comme à chaque fois, bien évidemment, vous le savez maintenant, notre expert qui est là pour nous apporter son éclairage et parfois remettre un peu les invités dans le droit chemin. Patrick Haas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, une partie de ce débat, on s'était dit, Patrick, devait porter sur les réformes tant attendues et promises d'ailleurs de la sécurité, qui ont été retardées, vous le savez maintenant, à cause des projets de loi qui vont découler du grand débat, qui a mis du temps à se dérouler, et donc tout ça n'est pas encore sorti. Donc, on en reparlera dans un autre débat, mais on a plein de choses à dire aujourd'hui, et c'est à vous que je vais donner la main, Patrick, pour nous faire un panorama des forces et poids des syndicats dans la sécurité privée, et plus particulièrement justement de ceux de nos invités, la CGT et Force Ouvrière. Oui, alors Alexandre, les textes sont clairs, puisqu'il y a eu un décret qui est sorti en 2017 et qui officialise les résultats des élections. Et donc, alors je peux vous dire que le premier syndicat dans la branche prévention et sécurité, c'est la CGT avec 23,2% des voix. Vient ensuite la CFDT avec 21,6%, FO troisième avec 20,7%. La CFTC, 17%, l'UNSA, 15% et la CGC, 2,4%. D'accord, donc pour les 3-4 premiers, c'est quand même dans un mouchoir de poche. Tout à fait. Des forces à peu près équivalentes. Oui, alors je voulais quand même préciser que ces élections portent uniquement sur le périmètre réglementé de la sécurité, c'est-à-dire le gardiennage, en gros la surveillance humaine, etc. Mais que ces résultats ne portent pas sur la représentativité des organisations syndicales dans d'autres secteurs de la sécurité, comme la sécurité électronique. D'accord. Messieurs, on va parler du dialogue social, et je voulais avoir votre avis un petit peu dans les professions de la sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est un dialogue à la rythmique d'Antoine Decaune, très rapide comme ça, plein d'échanges, ou plutôt genre The Artist, cinéma muet? Alors, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous, effectivement, Decaune. Non, c'est très rapide, c'est très haché, ça va très vite, on survole beaucoup, on fait très peu de fond, au moins depuis un grand nombre d'années, et ce qui n'est pas sans poser de soucis, puisqu'on ne réussit pas à avancer et à construire en fait du social dans la branche. D'accord. Ouais, c'est bien résumé, hein, je pense à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut s'intéresser à un sujet, aller au fond du problème, il y a un autre sujet qui vient prendre sa place, et en fait on tourne des pages sans jamais en finir une. Donc on n'arrive même pas à sortir des accords constructifs pour faire évoluer notre branche. Donc beaucoup de sujets, mais qui ne sont pas travaillés sur le fond. Et zéro résultat. Hein. Zéro résultat. Je peux qu'abonder ce que disent nos deux interlocuteurs, parce que franchement, dans la sécurité, le dialogue social est vraiment réduit à la portion congrue, avec effectivement très très peu de résultats. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou c'est quelque chose d'assez récent finalement? Non, je pense qu'à une époque, on prenait le temps de faire les choses. Alors il faut dire aussi qu'il y a des contraintes législatives, réglementaires qui se sont accumulées depuis un paquet d'années, et enfin, notamment ces dernières années, depuis 2008, ça s'accélère, où on réforme tout beaucoup, et donc il faut être sur plusieurs feux à la fois. Et le problème, c'est qu'on réussit à en éteindre aucun. Donc on est dans ce contexte-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toujours trop de discussions, trop de longueur, trop de... au niveau des textes, des lois, etc. Tout ça est très long. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi, pour finir un sujet, il faut avoir envie de le finir. D'accord, il y a aussi une volonté de ne pas avancer, quoi. C'est l'impression que ça nous donne de notre côté. Partager. Oui, alors on a vraiment un débat de fond qui est fait au démarrage, où on fait l'analyse de la profession, des difficultés qu'elle représente. Et au moment où on doit prendre une décision politique pour dire, ben voilà, si on veut que ça change, il faut faire ça, et qu'on arrive à trouver un consensus, c'est le problème des mandants qui ne répondent pas à l'appel, et donc on change de sujet, quoi. On n'arrive jamais à avoir un consensus.
une signature sur un accord qui pourrait faire évoluer cette branche et plaire bien sûr aux deux parties, quoi. D'accord. Voilà. Le changement, ça fait peur. Le changement, c'est pas maintenant, a priori, donc, contrairement à ce que disait un certain président. Parlons salaire, justement, le nerf de la guerre. Est-ce que le niveau des salaires est adéquat ? D'ailleurs, quel que soit le niveau de qualification, il y en a un certain nombre dans le milieu de la sécurité. Je crois qu'il y a eu des revalorisations le 1er mars dernier. Oui. Alors, alors une revalorisation. Donc il y a eu 1,2, mais en fait qui était là déjà pour compenser le fait que le premier coefficient de la grille se retrouvait au-dessous du SMIC. C'est ça. C'est-à-dire, donc on appelle ça un tassement de grille, Ouais. puisqu'en fait on avait le 130 qui représentait le même niveau que le 120. Et là, étant donné qu'il y a eu encore une évolution du SMIC, on se retrouve avec le 120 et le 130 qui se retrouvent au-dessous du SMIC maintenant, D'accord. et le 140 qui a réduit son écart. Donc on a presque 79% de la profession qui est quasiment au SMIC. Oui, et il faut dire que ça fait des années, je dirais même des décennies que ça dure comme ça, que les niveaux les plus faibles au niveau formation des agents de sécurité sont toujours au niveau ou même en dessous du SMIC. Ce qui est grave d'ailleurs parce que tout salarié qui a eu une reconnaissance par son employeur, parce qu'il a bien travaillé ou il faisait quelque chose, a pu monter d'un ou deux coef, se voit aujourd'hui dégradé de cette reconnaissance puisqu'il est au SMIC comme les autres. Ouais. C'est-à-dire que j'ai 20 ans de boîte, demain un agent rentre dans la profession, on sera au même salaire. D'accord. Effectivement, un peu juste. Est-ce que vous pensez qu'il y a des perspectives d'augmentation là, dans l'année à venir ou dans les 3-4 ans à venir avec justement, il y a quand même des événements importants qui vont concerner la sécurité et la sécurité privée, entre autres des événements sportifs comme les JO de 2024 ? Alors, cette question, à mon sens, la réponse est non. D'accord, ça c'est clair au moins. À mon sens, c'est non. Alors, il y aura des revalorisations parce que les employeurs ne pourront pas laisser les deux premiers niveaux qui représentent 36-40%. Si on rajoute ces 36%-là, les deux premiers niveaux sont à 20 € en dessous du SMIC mensuel. Les autres sont à 10 ou 15 € au-dessus. Donc il n'y a pas de volonté aujourd'hui, à mon sens, de revaloriser pleinement les salaires. Et c'est une des difficultés qu'on a du temps maintenant des deux syndicats, des deux organisations professionnelles qui ne s'entendaient pas ou, disons, n'affichaient pas une volonté commune de faire avancer les choses. Il faut dire aussi quand même que les pouvoirs publics se rendent compte que c'est pas très sain comme situation. Et par exemple, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, au mois de décembre dernier, a dit que la profession devait être plus morale, plus professionnelle, que ça passait par des formations plus élevées et notamment aussi par des salaires plus élevés. Les qualifications, c'est important, justement. Ouais. Les qualifications, normalement, on en a souvent parlé dans des débats ici, eh bien, ça peut normalement apporter des salaires plus importants. Alors, sur ce sujet, on a signé en 2006 un premier accord de classification, il n'y avait rien avant, qui prévoyait à la fois ce qu'on appelle dans notre petit milieu les métiers repères, c'est-à-dire un poste d'emploi, un emploi, des conditions d'emploi, un coefficient, et en parallèle des formations. Nous sommes en 2020. Les formations ne sont toujours pas construites. D'accord. Et donc, quelque part, les salariés aujourd'hui ne sont pas formés sur le fond, au quotidien, dans les entreprises. Voilà. C'est un sujet important. Sauf quelques postes très particuliers sur lesquels il y a des obligations. Ouais. Je vais prendre la sécurité incendie, les SIAP, la sûreté aérienne et aéroportuaire, ce genre de choses qui sont codifiées par l'État. Mais pour le reste, c'est chacun pour soi. Ouais, c'est dramatique d'ailleurs parce qu'on se rend compte qu'avec une certificat de qualification professionnelle qui est une obligation pour entrer en profession, où on survole, j'insiste bien, on survole des compétences, ça veut dire on apprend un petit peu comment est construit ce métier et dans quoi on s'embarque. Avec ça, je peux rentrer dans l'ensemble des métiers qui existent dans notre convention collective. Je n'ai pas besoin d'autres formations pour me distinguer d'un arrière-caisse par rapport à un prévol, pour me distinguer d'un responsable d'une entreprise de chimie à quelque chose dans le nucléaire, par exemple. Que je sois là pour m'assurer d'une sûreté ou d'une sécurité dans un musée, on a tous la même formation, enfin la même connaissance du métier. Et comme l'a dit Alain, à aucun moment on a inséré de la formation donnant ces compétences dans chacun des métiers.
L'arrivée d'un BTS, des métiers de la Sécu, justement, ça c'est un plus, qui va alimenter les métiers du middle office. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut d'abord que le middle office existe. Parce que comme la guerre sur les prix a été extrêmement écrasante sur les 10 dernières années, le seul moyen, vu que les salaires étaient déjà tirés au plus bas, on ne peut pas payer au-dessous du SMIC en France, c'est compliqué. Non. Donc, il faut réduire la voilure sur le nombre de personnel. Donc, on a optimisé autant qu'on a pu. Et le middle management a disparu de nos entreprises. Patrick? Oui, il y a à peu près 2%, je crois, du personnel des sociétés de sécurité qui se trouve justement au niveau des cadres du middle management, ce qui est extrêmement peu. Et c'est vrai que les sociétés de sécurité, pour essayer d'avoir des marges plus élevées et d'affronter cette guerre des prix chronique depuis des décennies, réduisent le middle management. Oui. Donc ça, vraiment, on peut appuyer là-dessus sur ce que les patrons mettent ça en avant, hein, l'argument de cette guerre des prix qui fait qu'ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Est-ce que vraiment c'est réellement ça, ou est-ce que quand même il pourrait faire un effort? La sécurité privée, le gardiennage, c'est une activité de main-d'œuvre. Et globalement, on se dit entre nous que pour 100 € de facturer un client, il y en a 85 qui représentent la masse salariale. Oui. Les 15 qui restent, c'est pour faire vivre la maison, essayer de dégager du bénéfice. Oui. Donc aujourd'hui, les entreprises entre elles, elles jouent sur quoi? Elles jouent sur tout ce qui est exonération de cotisations sociales. Ça a été le CICE qui, en partie, a été, je dirais... je ne vais pas dire ristourné, mais sur lequel un certain nombre de clients ont appuyé pour faire diminuer leurs coûts. On a les baisses de cotisations sociales. On a en plus toutes les exonérations de cotisations qui nous amènent à des trappes, à ce que j'appelle des trappes à bas salaire, c'est-à-dire à maintenir, par effet mécanique, au plus bas par rapport au SMIC. Parce que plus vous maintenez bas, plus vous avez d'exonérations de cotisations sociales. Donc il y a un intérêt, je dirais économique, à avoir des salaires au plus bas. Partant de ce principe-là, les structures intermédiaires, le middle management, a un coût puisqu'il est pas facturé au client la plupart du temps ou mal. Donc, qu'est-ce que font les entreprises depuis des années maintenant? Je parle sous le contrôle de Patrick Haas, qui est un observateur avisé de ce secteur depuis de nombreuses années. Il n'y a rien, il n'y a pas de structure intermédiaire. Donc le BTS, oui, c'est une bonne chose, ça va professionnaliser. Mais pendant ça va être peanuts. En tout cas, la formation ne créera pas l'emploi. C'est-à-dire qu'on aura beau former du middle management, si les entreprises de sécurité ne les embauchent pas, c'est cause perdue. En plus de ça, l'absence de middle management sur les lieux de prestation fait que c'est le client qui va donner des ordres, qui va diriger les salariés sur le site. Alors que normalement, ça devrait être une entreprise, c'est l'entreprise elle-même qui devrait s'assurer du bon fonctionnement, de la qualité de service, et puis de valoriser l'agent qui y travaille. Bien sûr. Or, le client, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a quelqu'un pour faire son service. Et là, on a beaucoup de dérives. Alors on parlera des débouchés dans la deuxième partie. Dernière question de cette première partie, ça concerne les OPCO, les opérateurs de compétences, une réforme des OPCA. Un OPCO vaut 50 OPCA, c'est un peu le cours de la devise, on pourra dire. Donc celle de la sécurité est un peu diluée parmi d'autres. Oui. Oui. Alors c'est vrai que c'est pas un oui, l'accouchement dans de les l'OPCO, activités de service, l'accouchement de cet OPCO fait qu'effectivement, vu maintenant la composition et le périmètre de l'OPCO, c'est une des composantes de l'OPCO à forte intensité de main d'œuvre. Et c'est pas neutre. Côté du nettoyage, de l'hôtellerie, c'est ça, donc de l'intérim, voilà. Et les termes et l'appellation ne sont pas neutres quand on dit forte intensité de main-d'œuvre. On est dans une industrie de main-d'œuvre et malheureusement aujourd'hui, que ce soit nos clients ou nos employeurs, on est géré comme de la main-d'œuvre. Et je reboucle avec vos questions précédentes sur les salaires, les qualifications. Aujourd'hui, la crainte, c'est qu'effectivement, on stagne en étant géré comme de la main-d'œuvre au plus bas. C'est pas péjoratif en tant que tel, mais dans un grand tout de non-qualification ou d'absence de qualification. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce champ de vision, où on parlera, entre autres, des agents armés, mais aussi de la coordination publique-privée. À tout de suite.
Deuxième partie de ce champ de vision, on s'intéresse du point de vue des organisations syndicales de salariés sur les professions de la sécurité avec à mes côtés Florent Lecoq de la CGT. Merci d'être toujours avec nous. Alain Bouteloup, pareil, pour FO, et Patrick Haas pour Agora. On va parler maintenant du rapprochement entre l'USP, l'Union des entreprises de sécurité privée, et le SNES, Syndicat national des entreprises de sécurité, qui est en train de se finaliser. Quel est le point de vue des organisations syndicales là-dessus? Est-ce que ça va faciliter le dialogue? Alors, la pluralité des employeurs pose toujours un souci, ça c'est sûr. Et elle ne sera réduite qu'à moitié, puisque vous savez qu'on a encore le CESA qui est dédié à l'aéroportuaire, et la GPMSE qui est dédiée à la TLS. Donc déjà, on ne sera toujours pas avec un seul employeur en face de nous. Après, ce rapprochement, on l'envie, on l'attend bien sûr, et on le craint aussi. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Puisqu'on a constaté ces dernières années que certains voulaient sortir du lot, essayer de proposer quelque chose, et que le syndicat d'en face s'y opposait un peu. Donc à chaque fois qu'on commençait à avancer sur quelque chose, on faisait marche arrière. Donc... why not? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que, au contraire, ils vont se donner le courage de faire des grandes réformes, comme sérieusement augmenter les salaires, créer des compétences, ou au contraire se dire bon, maintenant qu'on est tous ensemble, on bloque le truc et on n'avance plus, quoi. Patrick? Je vous en prie. Moi, je vais rebondir rapidement sur ce que disait Florent Lecoq. J'espère que nous ne ferons pas du neuf avec des vieux. Ça, c'est une belle formule de publicitaire. Parce que je ne suis pas certain, on va avoir un grand moment de flottement. On va avoir un grand moment de flottement, et pendant ce temps-là, les affaires continuent et le dialogue social n'est pas prêt de se mettre en place. On parlait salaire dans la première partie, on est toujours dans cette négociation-là. Les éléments qui sont en train de se mettre en place, notamment la reconnaissance de la future structure, comme étant reconnaissante au niveau de la branche, puisqu'il va falloir faire une demande au niveau du Haut Conseil, du dialogue social, et ce ne sera pas avant le 30 juin. Le temps que ça se mette en place, si on signe un accord, premier trimestre 2019, on ne va pas être augmenté au niveau des salaires avant, comme c'est parti là. Donc c'est à la fois, c'est peut-être une chance pour la branche, mais c'est aussi éventuellement une crainte, parce qu'il n'y aura qu'un seul interlocuteur, et s'il dit non, ce sera non, quoi. Patrick, il y avait des rivalités entre justement l'USP et le SNES? Ah oui, des relations quelquefois très conflictuelles, et qui étaient même étalées au grand jour. Ouais. Et notamment dans le dialogue social, ça a eu des conséquences. Ils n'étaient pas d'accord sur les mêmes termes, les mêmes conditions. Donc ça a beaucoup ralenti l'avancée. Oui, tout à fait. Alors là, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai qu'il va y avoir une période temporaire d'organisation de ce futur syndicat. On peut espérer que les rivalités vont être mises de côté au sein de cette organisation plus consensuelle et plus large, mais rien n'est moins sûr, on ne sait pas encore. Vous parliez des débouchés par rapport au BTS dont je parlais tout à l'heure. Justement, on n'a pas mis assez le point sur l'arrivée d'événements. Comme entre autres les JO, il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a aussi un grand événement d'athlétisme en France, tout ça, d'ici 2024. Ça va être des débouchés, justement, quand on sortira d'un BTS ou d'autres formations pour avoir un job. Alors, je mettrai un bémol à ce que vous dites. C'est pas tout à fait exact, parce que ces manifestations, ces grands événements, elles sont sur une durée courte, pour des prestations courtes aussi. C'est-à-dire qu'un agent de sécurité pendant les JO, il va être employé un mois maximum, non pas à plein temps, pendant quelquefois des prestations de quelques heures. Et c'est pas ça qui va pérenniser l'emploi dans la sécurité. D'accord. Vous pensez que par la suite, ce sera un one-shot et en fait, ensuite, il n'y aura rien? On a eu l'exemple de l'Euro 2016, où on a eu des contrats qui ont été des CDD pendant la période des contrats sur de l'événementiel. Voilà, point final. Je pense que sur ces grands événements qui vont demander, effectivement, requérir un grand nombre de personnes, de salariés. On parle de 30 000 personnes pour les JO, 30 000 agents de sécurité supplémentaires, c'est beaucoup. Oui, mais c'est sur une courte période. C'est sur la période, ce sera sur la période des JO, et puis point final. En plus, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y avait pas de formation particulière qui ont été ajoutées par rapport à ces événements. Quand on voit ce qui s'est passé pour l'Euro 2016, il n'y avait pas de formation supplémentaire sur la palpation
relation, sur la physionomie, sur le travail ensemble. Ça, c'est important. Et le peu de salariés qui sont rentrés dedans en disant tiens, ce métier-là embauche, je vais m'y mettre, ça a créé encore plus de frustration. Voilà, c'est ça, hein, de frustration, et ça a encore plus fait une mauvaise image à notre profession, parce que tous ceux qui sont rentrés dedans et qui se sont vus jeter comme des chaussettes derrière, ou qui ont essayé de rentrer désespérément dans cette profession avec un salarié embauché pour un salarié sortant, quoi. Oh. On est sûr. Si on était une entreprise, on serait à 100% de turnover, quoi. Ouais. Donc, Florent Lecoq, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver non seulement 30 000 personnes, mais qu'en plus il y ait de la qualification derrière. C'est important de et alors il y a un gros ça. handicap, c'est que la profession n'a pas une très bonne image, et puis avec des salaires bas, ça n'attire pas beaucoup de talents, c'est sûr. C'est clair. Il y a des compétences non transverses en plus. Hein. Le CQPI qu'on avait désespérément essayé de créer, qui aurait pu être reconnu dans d'autres branches, n'a jamais vu le jour, quoi. Encore sur des conflits. Alors, certificat de qualification professionnelle, interprofessionnelle, en fait, c'était l'équivalent d'un, on peut dire un BTS, qui aurait pu être reconnu en tant que manager dans, par exemple, la restauration ou l'hôtellerie, j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Puisqu'on est dans la gestion de personnes avec de la planification, ça aurait pu même très bien marcher dans l'intérim, d'ailleurs. Tout à fait. Et il n'a jamais fini. On a bien commencé, mais on s'est arrêté en cours de chemin. D'accord. Parce qu'on a eu d'autres urgences. D'accord, et tout ça, et vous continuez à pousser le dossier à gérer des urgences. C'était pour mettre en avant le fait qu'à chaque fois on commence quelque chose, et puis quand on arrive vers la fin, ça ne plaît pas à certains, et hop. L'actu à venir, c'est donc ces événements sportifs, mais c'est aussi, on en parle beaucoup, c'est pas encore fait, mais les agents armés, un petit peu partout en tout cas, est-ce que vos syndicats respectifs sont favorables à ces agents armés ? Ah non, mais attendez, on vient de vous décrire une profession qui ne tient pas la route, et vous voulez armer ces gens-là ? Mais si on vit dans le même peigné, quand même. Justement, du personnel où c'est extrêmement réglementé, extrêmement surveillé. Extrêmement réglementé. Ouais. Dans notre profession, où je vous dis qu'on fait rentrer des agents de sécurité, qu'on leur donne pas de formation et qu'on leur fait faire tout faire. Est-ce que justement, là, on pourrait pas faire venir peut-être des anciens policiers, d'anciens... Alors, c'est des vrais, alors, policiers. Alors, cette problématique de l'armement. Alors moi, dans l'armement, tout le monde se focalise sur l'armement, les catégories B, c'est-à-dire les armes, je dirais les armes à feu, on va résumer comme ça. Mais il y a aussi les catégories D, matraque, tonfa, aérosol, ce genre d'outils qui nécessitent des formations précises, pointues, des suivis, des renouvellements, et puis que le salarié soit bien aussi dans sa tête, quoi. Parce que confier une arme, quelle qu'elle soit, c'est potentiellement dangereux. Aujourd'hui, on le voit dans les manifestations diverses, on retire un certain nombre d'outils parce que ce sont des armes par destination. Celles-là, elles ne sont pas par destination, ce sont des armes. Donc, il y a des possibilités, effectivement, de dérive. Mais aujourd'hui, les salariés ne sont pas, à mon avis, le secteur n'est pas prêt à ça. Le secteur n'est pas prêt à ça, à la fois pour le secteur, mais aussi pour les citoyens que nous sommes tous. Hein. Et le risque de dérive peut exister et risque d'exister. Et c'est pour ça que nous, à Force Ouvrière, mais c'est partagé par l'ensemble, a priori, des organisations syndicales de salariés, sommes opposés à l'armement. Et dans ce cadre-là, au niveau de la branche, et c'est même partagé par les syndicats d'employeurs, par les organisations d'employeurs, nous n'avons pas créé de diplôme de branche pour l'armement. D'accord. Ce sont d'autres organismes qui ont créé des formations spécifiques qui sont en train de se faire agréer. Je crois qu'il y en a 2 qui sont dans le tuyau du ministère, déjà qui ont eu la validation du ministère de l'Intérieur, et donc maintenant elles continuent leur petit chemin pour obtenir leur agrément pour pouvoir être utilisées, mais on en est là. Patrick, il semblait qu'on en parlait quand même en vue de tous ces événements sportifs. Moi, j'ai entendu dire que quand même ça allait... Alors, il faut dire qu'il y a une loi qui a été votée de mémoire en 2016, juste après les attentats terroristes, la vague d'attentats terroristes, justement pour permettre l'armement des agents de sécurité, pour en quelque sorte remplacer sur certains postes bien particuliers les agents de la force publique, par exemple pour protéger des bâtiments sensibles. Et ben, cette loi n'est toujours pas rentrée en vigueur, justement parce qu'il y a des oppositions et c'est très compliqué, et ça heurte aussi pas mal la culture des Français qui sont pas du tout habitués à avoir des agents de sécurité armés, à part les convoyeurs, les transporteurs de fonds. Bien sûr, ça on est effectivement habitué. Et toujours cette même thématique, les Français seront-ils habitués à avoir des agents privés sur la voie publique ? Peut-être non armés, mais plus d'agents privés, mais sur la voie publique. Alors, là aujourd'hui, on peut
avec un certain nombre d'encadrements, avec des arrêtés, des dérogations, mais qui sont ponctuels. Aujourd'hui, la réflexion qui se pose, c'est pas tant la sécurité privée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on confie à la voie publique la surveillance à des forces qui ne sont pas des forces dites de l'ordre, comme la gendarmerie, la police ou autre. Et c'est un des éléments de fond qui dépasse la profession, à savoir est-ce qu'on veut confier la sécurité, notre sécurité de citoyens, parce que bon, nous sommes tous des citoyens, à des agents de sécurité, à des entreprises privées, pour assurer ce qui relève, à notre sens, à nous, du régalien. CGT, même avis. C'est même avis, exactement. Ouais. Puis j'insisterai bien sur l'armement, c'est que en plus, on va nous demander de porter à part un des armes, ce qui va augmenter le niveau de conflit, alors qu'on n'est absolument pas assermenté et qu'on essaye déjà de calmer le jeu. Notre premier métier, c'est de la prévention, quoi. De porter une arme comme ça, dans certains endroits, mais ça va être une catastrophe, quoi. Ouais. Et une arme que je n'aurais bien sûr pas le droit d'utiliser. Une provocation, quelque part. C'est ça. D'accord. Patrick? Le problème de l'armement est très spécifique quand même à la France. Comme je l'ai dit, c'est un pays qui n'est pas du tout habitué à ça, à cette possibilité. En revanche, dans d'autres pays, c'est rentré dans les mœurs. Je pense à l'Espagne, la Belgique, etc. Mais les conditions de moralité de la profession ne sont pas du tout les mêmes. Elles sont bien plus avancées et bien plus professionnelles dans ces pays-là, où la profession est beaucoup moins morcelée qu'en France, par exemple. C'est sûr, il en est de même pour la compétence et pour les salaires. Tout à fait. Faisons vite pour les deux dernières questions. On en a parlé dans la table. C'est comment développer une plus grande coordination entre le privé et le public dans la sécurité. Ça, c'est aussi très important. Main dans la main. On le voit, ça se passe plutôt bien sur certains événements, moins bien sur d'autres. Comment ça avance? Est-ce que là, il y a du dialogue? Est-ce que vous y êtes favorable déjà aussi? Tout dépend dans quel champ on positionne la sécurité privée dans une chaîne de sécurité. Qu'il y ait des échanges entre les forces régaliennes et la sécurité privée dans la sécurisation de grands événements comme on a eu, comme on va avoir, ça semble à mon sens un peu normal. On l'a, je pense, quand il y a les matchs de foot ou des choses comme ça, il y a des échanges, il y a des échanges et ça se cale entre les forces de manière assez naturelle. Donc oui, pourquoi pas. Voilà. Après, c'est quelle part on laisse à la sécurité privée. Est-ce qu'on reste dans le périmètre la sécurité des biens meubles et des personnes qui vont avec, ou est-ce qu'on dit la sécurité privée, maintenant, c'est un élément de la sécurité nationale, de la sécurité générale. Et je ne suis pas certain dans ce cadre-là que même les forces de l'ordre aujourd'hui, qui sont prêtes à nous donner des tâches. C'est vrai que c'est pas sympa de passer 12 heures au pied de l'immeuble, chose. La différence, c'est qu'eux font des rotations régulières, qu'ils ont leurs collègues qui sont pas loin dans la guérite, dans la voiture d'à côté, etc. Je ne sais pas demain ce que donnera l'agent de sécurité mis 12 heures tout seul dans son coin à surveiller l'entrée, parce que derrière, ce sera aussi de l'argent. C'est sûr. Donc voilà dans quel cadre moi on est, et je dis oui, mais voilà. Ouais. Je prendrais le rapport avec la police municipale et la police nationale. C'est-à-dire que la police municipale a eu beaucoup de mal au démarrage de se faire reconnaître par la police nationale. Parce que il n'y avait pas de cadre qui lui donnait une vraie formation, des vrais moyens et tout ça. Et pour arriver à se faire reconnaître et marcher dans cette continuum de sécurité, on les a montés en compétence. Si demain on veut nous intégrer dans ce continuum de sécurité, il va falloir faire de même pour nous. On peut pas on peut pas faire une chaîne solide s'il y a un maillon qui est en plastique. C'est pas possible. C'est une belle fin. On va même peut-être terminer sur très très rapidement l'avenir de la profession. Si vous pouviez me donner chacun 3 vœux pour un monde idéal de la sécurité à venir très vite, là, vos vœux dans le court terme, allez, on va dire. Ça va être simple. Revalorisation des salaires, formation et reconnaissance de la fonction d'agent de sécurité avec un statut de personnel exerçant une mission de service public pour qu'il y ait une reconnaissance, pour que les agents soient considérés exactement comme un agent de la RATP ou un conducteur de bus s'il se fait agresser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. Florent? Mais vous voyez, c'est là où on vous montre que les organisations syndicales salariales sont total d'accord, c'est que je partage les mêmes positions. Et je suis sûr que nos autres camarades seraient là et vous diraient la même chose. On est arrivé à un moment donné où on a besoin de choses fortes. Les salaires, c'est la priorité, la compétence, comme il a dit, et la reconnaissance. Parce qu'on n'est pas reconnu dans cette profession. Ni par nos employeurs, puisqu'ils ne nous voient pas en absence d'encadrement intermédiaire, ni par nos clients qui sont dans attente d'un service qu'ils ne voient pas. Et
bien sûr les salariés eux-mêmes qui se rendent compte au bout d'un moment que même en essayant ils ont cette sensation de mal être payés et de baisser un peu en qualité, se rendent compte qu'il n'y a pas de différence en fait. Personne ne s'en rend compte. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Bon, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Florent Lecoq. Merci Alain Bouteloup. Merci à vous. Merci Patrick Haas. Merci Patrick Haas. Merci à vous pour votre fidélité. Merci également à la Dream Team Agora à la réalisation et à la production. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Champ de Vision. En attendant, prenez soin de vous.